Quand on lui demande sa profession, spontanément, Thomas Lilti répond « médecin ». Pourtant, voilà déjà plusieurs années qu'il n'exerce plus. C'est en 2006 qu'il ose scinder sa vie médicale et son premier long métrage, Les yeux bandés, un polar resté confidentiel avec Guillaume Depardieu. Depuis, il se sert de sa caméra comme d'un stéthoscope pour ausculter une société malade. Hippocrate, médecin de campagne et Première année, 3 films comme une variation autour d'une même interrogation. N'y a-t-il pas quelque chose de voisin entre filmer et soigner ? Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Merci de venir faire un petit tour par chez nous. Je vous remercie de m'accueillir surtout. J'ai l'impression que le virus du cinéma vous a pris avant celui de la médecine. Alors comment s'est passée cette révélation avec le grand écran ? Je vais essayer de faire court parce que c'est l'histoire de ma vie, mais je crois que j'ai toujours eu une attirance pour le cinéma. C'est un peu mystérieux, en dehors du fait que j'aimais regarder le cinéma, mais je crois que j'aimais surtout, en dehors des films, avant de devenir cinéphile, il y avait un plaisir, le plaisir familial de se retrouver le samedi soir autour d'une cassette VHS. On parle des années 80, c'est le début des magnétoscopes, donc on enregistrait le ciné-club qui passait à la télévision, Claude Jean-Philippe et autres, et puis on regardait ça le samedi soir avec mes parents, et puis parfois en râlant un peu, parce que moi j'avais envie de regarder les films que regardaient les copains, et puis on se retrouvait à regarder les films classiques, justement, le cinéma américain des années 50, le cinéma français de la Nouvelle Vague, ou le néoréalisme, les films italiens, etc. Mais bon... J'avais quand même beaucoup de chance de découvrir tous ces films-là. Et donc là est né quand même un vrai désir de cinéma. On est une famille de 5 et c'est vrai que c'était la possibilité de la discussion. Un tel qui aimait les westerns, celui qui aimait les polars, celui qui était plus la nouvelle vague. Donc ça permettait de débattre. Et c'est vrai que je crois que j'aimais plus le partage familial, ce moment où on se retrouvait. Et je crois que de là, j'ai eu envie de faire du cinéma. J'ai jamais voulu être acteur. Je ne m'en sentais pas vraiment capable, et puis je faisais un peu de théâtre et j'avais très vite compris que je n'étais pas tellement doué pour ça. Mais par contre, l'idée de mettre en scène, qu'il y avait quelqu'un derrière les films qui fabriquait tout ça, c'était une énorme entreprise. Très jeune, j'en ai eu conscience, et ça, c'est le métier que j'avais envie de faire. Mais alors, comment vous en avez pris conscience ? On m'avait offert un bouquin sur Charlie Chaplin, une sorte de biographie, mais de la vulgarisation, j'étais encore enfant. Et alors, s'il y a bien un grand réalisateur qui était à la fois un acteur et très identifiable, c'était Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin, si on regarde ses génériques, en gros, il y a marqué Charlie Chaplin à chaque ligne. Il faisait la musique, il faisait le scénario, il faisait la réalisation, évidemment, il était l'acteur principal. Donc moi, d'un seul coup, j'ai compris que, ok, il y avait Charlot, l'acteur, puis il y avait Charlie Chaplin, celui qui fabriquait, qui produisait, qui avait le studio, qui avait tout. Et je me suis dit, moi, c'est ça que j'ai envie d'être, quoi. Alors, forcément, entre ça vous gratouille et ça vous chatouille, on ne peut pas commencer cet entretien sans évoquer ce film de Lefranc, qui est l'adaptation d'une pièce de Jules Romain, qui a été portée 2 fois à l'écran avec Louis Jouvet. Est-ce que vous l'avez vu, ce Knock ? Alors, j'ai vu Knock avec Louis Jouvet. Je connais assez bien le film. D'ailleurs, on ne sait pas si Louis Jouvet si Knock est réellement médecin. Alors voilà, on repose le contexte pour ceux qui n'ont pas vu les films ou lu la pièce. C'est un homme débarque dans une petite ville, on ne sait pas s'il est médecin, et il va faire en sorte de transformer les bien portants en malades qui s'ignorent. Pour permettre, en effet, d'avoir de la clientèle et d'avoir des gens à soigner. Donc, c'est un film ou un texte, une pièce de théâtre, qui interroge sur est-ce que finalement c'est le malade fait le médecin ou le médecin fait le malade ? Est-ce que le médecin, finalement, à partir du moment où il y a un médecin, est-ce que le médecin ne fabrique pas ses propres malades ? C'est quand même, et philosophiquement, et encore aujourd'hui extrêmement d'actualité, quand on sait toute la problématique sociale et économique autour du soin occidental. Le cinéma a souvent mis des personnages de médecins à l'écran. Dès les années 20, il y a le cabinet du docteur Caligari. Moi, je me souviens d'un film que j'aime particulièrement de David Lean qui s'appelle Brève rencontre, où il met en scène un médecin. Il y a eu plus proche de nous La maladie de Saxe,
Je vous vois Polanski présent dans notre bibliothèque. Il y avait Frantic déjà à l'époque. Est-ce que vous en avez vu de ces films qui mettent en scène des médecins? Oui, j'en ai vu quelques-uns, pas tant que ça finalement, parce que faisant mes études de médecine, devenu médecin, j'étais pas finalement si friand que ça de films sur la médecine. C'est pas spécialement ceux que j'ai vus, mais c'est vrai qu'il y en a certains. On n'a pas cité, il y a Barberousse de Kurosawa. Alors ça c'est important. Oui. Ça, c'est un film quand même important parce que tout le monde l'a un peu oublié, ce film je sais de pas. Moi, c'est un film Kurosawa. qui m'a toujours accompagné, même je pense avant d'avoir fait mes études de médecine. Pour resituer, donc c'est le 19e siècle, au Japon, c'est un jeune médecin un peu arriviste, etc., qui se retrouve en poste dans un dispensaire tenu par un médecin d'expérience extrêmement humain, et c'est au contact de ce médecin qui va finalement peut-être comprendre quelque chose de son métier. Donc c'est un très 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 grand film. Akahigeだ。本名は舌を噛みそうな名前でな。新出教授。お前は今日から見習いとしてここへ詰める。しかし待ってください。私はただ父からここへ顔を出すと言われただけ。お前は今日からここへ詰める。それから長崎留学中の筆記や図録を全部すぐわしの手元まで出せ。 J'aime beaucoup les duos au cinéma et je n'ai quasiment écrit que des duos, et là c'est vraiment le cas. C'est un apprenti et son maître finalement. Et en plus du grand film de cinéma que ça peut être, c'est aussi un film sur la médecine réellement. Qu'est-ce que c'est que le soin? Qu'est-ce que c'est que soigner les gens? C'est quoi cet échange entre le malade et le médecin? Qu'est-ce que le malade reçoit du médecin? Évidemment, un soin, mais qu'est-ce que le médecin reçoit du malade? Moi, j'ai toujours pensé que le médecin reçoit autant qu'il donne. Et c'est un film, quand on est spectateur, simple spectateur comme nous, qui nous permet de dépasser nos préjugés, qui nous confronte à ce que c'est que la souffrance, ce que c'est que la mort, ce que c'est que la misère. Et à ce moment-là, on se rend compte que le cinéma, ça peut être une arme pour affronter le réel. Est-ce que ça a été le cas aussi pour vous, des films qui ont été des armes contre le réel? Le cinéma, c'est un peu un refuge, surtout quand on est une jeune femme ou un jeune homme, qu'on a encore énormément de choses à découvrir, qu'on a envie aussi de ressentir, des émotions qu'on comprend mal, des relations avec les proches. Finalement, il y a quelque chose dans le cinéma qui peut nous rassurer, mais aussi qui est un lieu d'apprentissage de choses qu'on pressent, mais qu'on n'a pas ni vécues, ni de choses qu'on est vraiment capable de définir. Et je trouve que moi, le cinéma, ça a beaucoup été ça pour moi. Il y a des films qui m'ont permis d'avancer, de grandir, de mieux me comprendre. Il y a certains films de Bergman sur les relations familiales qui m'ont aidé à mieux appréhender mon rapport à mes frères, à ma mère, à mon père, de mieux comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, je crois. Lesquels de Bergman? Par exemple, Fanny et Alexandre. Fanny et Alexandre, qui est c'est un des films majeurs de Bergman, où on comprend, je trouve, beaucoup de choses. En tout cas, moi, je pressentais comprendre des choses sur les relations hommes-femmes, les relations de famille, etc. Je trouve que quand on a 19 ans, c'est extrêmement excitant, et le cinéma peut nous apporter beaucoup. Skynd dig nu, Alexander. I säng nu, ungar. Dans vos 3 films qu'on peut retrouver aujourd'hui dans un coffret, vous parlez des enjeux de société. Vous venez de nous le dire. Chez quel réalisateur classique vous retrouvez un petit peu de cette réalité sociale qui serait accompagnée d'une fibre romanesque? Parce qu'il y a quand même du romanesque chez vous. Elia Kazan, qui est un cinéaste qui m'a beaucoup touché, beaucoup apporté. Je pense par exemple La fièvre dans le sang, Splendor in the Grass, je le dis très très mal mais en anglais. Ce film avec Warren Beatty et Natalie Wood, que j'aime beaucoup parce que c'est un film qui n'a de sens que si on le remet dans son contexte, qui est après la crise de 29.
Hey. Profondément, c'est un film qui est historique, qui est censé se passer juste après la crise de 29. C'est indispensable pour que l'histoire se déroule et soit intelligible et qu'on la comprenne, de la situer dans son époque. Et en même temps, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme mélo, pour moi, que je trouve totalement bouleversant, entre donc, ces deux personnages très très jeunes, qui n'appartiennent pas aux mêmes couches sociales et qui vont être de toute façon amenés à être séparés et qui sont extrêmement jeunes. C'est ça la particularité, puisqu'ils ont tous les deux 18 ans, quoi, grosso modo. Hi. How are you, Denny? All right, I guess. I don't know. Et qui vont dire tout ce que sont les valeurs de l'Amérique hypocrite et puritaine à l'époque. Je crois que mes films, qu'on les aime pas, qu'ils soient réussis ou pas réussis, je crois qu'en tout cas, moi, il y a toujours ce souci derrière la dimension politique, la dimension, entre guillemets, que certains définiront comme documentaire. Il y a avant tout, pour moi, l'envie de divertir et le souci du romanesque. Je revois vos 3 films. Il y a forcément des références qui sont évidentes. Je pense à celle de Rocky dans Première année. Enfin, Ouais. vous en cachez pas. Ça, c'est tellement c'est un clin d'œil presque. elle C'est presque plus une référence. Mais il y en a d'autres qui se sont glissés. Alors, je voudrais savoir, on va en prendre 2, si ça n'est qu'un point de vue, un fantasme de ma part, ou si c'est votre inconscient qui, à un moment, vous a échappé. J'espère que c'est mon inconscient. Ça Vous serait allez me dire, ça serait si tellement je mieux. mets dans la cible ou pas. Dans Hippocrate, il y a un regard caméra. Et ce regard caméra, il m'a fait penser à Antoine Doinel dans le film Les 400 coups de Truffaut. Oui, bien sûr, il y a un lien. Bon, Hippocrate, c'est déjà Vincent Lacoste, c'est mon double de fiction dans Hippocrate. Puis il crée on crée ce personnage ensemble de Benjamin qui ressemble beaucoup à Vincent Lacoste, mais qui au départ à l'écriture dans le scénario me ressemble énormément, je crois. Donc c'est un mélange de Vincent et de moi. Donc on ne peut pas, quand on est un jeune cinéaste, ne pas penser à François Truffaut et Jean-Pierre Léaud, qui eux-mêmes, Antoine Doinel est une sorte de bête hybride entre Truffaut et Léaud. Donc évidemment que c'est une référence, une citation, une inspiration, ce regard caméra et de s'adresser directement à la caméra. C'est quand même relativement conscient. Oui. Autre référence, dans Première année, le personnage de William Nepgill va quitter sa chambre d'étudiant. Il prend un temps, il se retourne sur cette chambre comme s'il constatait de ce qu'il ne verra plus. Et ce regard sur ce passé, ce regard qui est plein de solitude, j'ai l'impression de l'avoir vu chez Jean-Pierre Melville. Notamment, il y a un plan très fort dans Le Samouraï. Alain Delon quitte cet appartement, il se regarde, il met un long temps et il tire la porte derrière lui. Alors ça, est-ce que c'est inconscient? Est-ce que vous avez vu Jean-Pierre Melville? Oui, bien sûr, j'ai vu Le Samouraï. Alors, c'est très inconscient, mais là où ça ne l'est pas totalement, c'est que alors, déjà, je suis un fan de Melville, mais surtout de Delon. J'adore son jeu, la modernité de son jeu de l'époque. Donc, oui, c'est inconscient, mais c'est certainement une... Mais vous l'assumez? Oui, complètement. En tout cas, j'aime cette image, cette idée qu'on retrouve, qui est très répandue dans le cinéma, des personnages qui, à un moment donné, font le bilan en silence ou tournent une page en silence et avec le spectateur, finalement, en prenant le spectateur à témoin, voilà, tourne une page, voilà, ça c'est le passé, la porte se referme, comme si le témoin et le personnage étaient complices, finalement, de ce tournant dans la vie du personnage. Je voudrais qu'on termine ce premier rendez-vous parce que vous allez revenir parler de cinéma. Je voudrais vous offrir un cadeau. Ah bah. Alors, vous êtes pas contre? Ah, jamais, non. Hein? J'adore recevoir des cadeaux. Je vous propose de retourner en salle pour voir ce film Les Chemins de la Haute-Ville de Clayton, 1959. Alors regardez, ça s'appelle Une exonération. Vous allez vous présenter dans un cinéma qui le joue. Vous avez le droit d'être accompagné. Encore mieux. Les Chemins de la Haute-Ville, Jack Clayton, de quoi il s'agit? Pourquoi il me semble que vous allez aimer ce film? Parce qu'il y a un fond social, il y a une histoire d'amour, puisqu'on en parlait très largement, avec une Simone Signoret dans un rôle de femme mûre, passionnée et sacrifiée. Ça, c'est déjà une envie. La Simone Signoret de Casque d'Or avec Serge Reggiani, ça, c'est quand même une histoire d'amour que j'aurais aimé écrire et filmer. Et bien alors celle-là, elle est magnifique parce qu'en plus en copie restaurée, ce qui lui valut un prix d'interprétation à Cannes, s'il vous plaît, et un Oscar de la meilleure actrice en 1960. Ça n'est pas rien. Simone Signoret qui joue en anglais
C'est à voir. Voilà. Immense actrice. You know, I hate you to put your clothes on. It's very sweet of you, honey, but I'm too old to walk about in my girdle. Oh, you're not old. Oh, yes, I am. Much older than you. I wish you wouldn't talk like that. I'm 25 and I've had a lot of experience. I'm sure you have. Well, my love, you're very old and very mature. You know, I never dreamed it could ever be like this. Merci Thomas Hilty d'être venu nous voir et vous n'hésitez pas à repousser la porte. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.